Bonsoir à tous et bienvenue au journal. 6e conférence internationale sur la finance verte. L'événement a lieu à Cotonou. Les échanges portent sur la contribution du secteur privé à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Fixation du prix du ciment par le gouvernement. L'application n'est pas encore effective dans les communes. L'une de nos équipes a suivi les contrôleurs terrain du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le constat. Et puis, réformes dans le secteur des sports. Elles ont été présentées aux arbitres officiants dans les différents championnats nationaux de football par le ministre des Sports. Les détails dans ce journal. La ville de Boïkan accueille l'atelier de validation du plan national de lutte contre le paludisme. C'est une rencontre qui permet aux acteurs de lutte contre la maladie et aux partenaires d'élaborer le plan de plaidoyer et des actions qui permettront d'éradiquer le mal. Mirabel Akwaki, Judika Elaïna. En 2020, 241 millions de cas de paludisme, 627 000 décès à travers le monde ont été enregistrés. Au Bénin, les chiffres révèlent plus de 2 millions de cas et environ 2500 décès au cours de la même année. Malgré les efforts des gouvernants, le paludisme reste l'une des premières causes de consultation, d'hospitalisation et aussi de décès chez les enfants de 0 à 5 ans. On a fait beaucoup de progrès depuis les 20 dernières années. Nous avons beaucoup toujours à faire et c'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons aujourd'hui pour essayer de trouver ensemble des solutions. C'est dans la perspective d'une lutte efficace contre le paludisme que Speak Up Africa, ce programme qui invite les entreprises privées à venir en aide au pouvoir public en contribuant à la mobilisation des ressources financières, est né à Dakar en 2014 et a développé l'initiative Zéro Palu, je m'engage, axée sur l'engagement politique, l'engagement des acteurs privés et communautaires. Nous devrons travailler à différents niveaux à travers l'outil que nous voulons élaborer aujourd'hui pour pouvoir réussir ce plaidoyer et mobiliser beaucoup plus d'autres ressources en dehors de ce qui est fait par l'État, en dehors de ce qui est fait par les partenaires, mais également des ressources beaucoup plus locales. Je veux parler du secteur privé et même au niveau des communautés. Le document de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme a validé définira clairement les actions et stratégies à mettre en place pour l'éradication de la maladie d'ici l'an 2030. Rendre disponible une base de données fiable, consultable par des acteurs publics comme privés, tel est le but du projet Open Data mis en place par le gouvernement à Cotonou, une réunion stratégique pouvant aboutir à une politique publique de la donnée efficace à travers un cadre juridique bien adapté, se tient Rebecca Kendiaoundé, Rodrigue Glantoumain, Ghislain Kogué. Des données numériques disponibles en libre accès pouvant être utilisées et partagées. C'est l'Open Data. Open Data, une démarche qui permet d'améliorer la prestation des services publics grâce à l'échange intersectoriel des données. Le projet Open Data géré au sein de la CIN est divisé en 3 grands axes. La réalisation d'une étude préliminaire pour évaluer l'évaluation de préparation du Bénin à l'ouverture des données sur la base du modèle ODRA, Open Data Readiness Assessment. La réalisation d'un portail Open Data avec un transfert de connaissances pour assurer son exploitation, la réalisation de la conduite du changement via des événements, des formations. Il s'agit donc d'accompagner une nouvelle façon d'opérer les politiques publiques, où la donnée est un atout structurant. Cet atelier de lancement de la 3e phase du projet Open Data a pour but le changement de vision avec des impacts organisationnels, juridiques et techniques. Le projet est financé par l'Agence française de développement. À travers ce financement, le gouvernement du Bénin, via son agence d'exécution en charge des systèmes d'information et du numérique, entend donc mettre en place une réglementation Open Data, en développer la culture au sein de la population béninoise, mettre en place à l'échelle pilote des cas d'usage visant la réutilisation de données et enfin appuyer la mise en place d'une gouvernance Open Data. Mais comment engager ce sentier? Quelles actions doivent être prioritaires? La première étape est de conduire un diagnostic précis
de nos forces et des défis qui nous attendent, puis d'en tirer une stratégie nationale. C'est l'objet de cette étude qui débute aujourd'hui et qui requiert votre participation à tous. De cet atelier sont attendues des idées pouvant conduire à la mise en place d'un service public de la donnée. 16e conférence internationale sur la finance verte, ces assises consacrées au financement des projets à fort impact positif sur l'environnement et l'économie durable ont démarré à Cotonou. Comment se positionne le Bénin dans la finance verte? Ricardo Loïc Pékou, Wenceslas Aroïmo. Acteurs du secteur privé, banquiers, partenaires au développement réunis à Cotonou. Objectif, réfléchir à la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Une question importante au centre de cette 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte. Nous sommes particulièrement fiers d'être au Bénin, surtout à cause des avancées réalisées par le gouvernement du Bénin. Chaque année, 300 milliards de dollars d'émissions vertes sont effectuées dans le monde. L'Afrique n'en capte que 1%. L'objectif est de faire passer désormais l'Afrique à 10%. L'enjeu, c'est comment faire pour que le secteur privé puisse faire les bons investissements. L'État, dans son rôle régalien, met en place des lois, des mesures essentiellement fiscales pour accompagner le secteur privé à avoir une incitation à aller vers des investissements verts. Au Bénin, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, de la production basée sur de l'énergie fossile, beaucoup plus polluante. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra qu'on fasse une transition. Comment on fait pour que les DFI, les acteurs, les partenaires techniques, acceptent que les pays africains doivent passer par une phase de transition? Et comment on fait pour accompagner les pays à faire la transition? Pendant 3 jours, les participants à cette conférence vont réfléchir aux mécanismes de financement de la transition énergétique. Le Bénin, qui compte mobiliser 10 milliards de dollars dans le cadre de son CDN, compte, en ce qui le concerne, nouer un cadre dynamisant avec les institutions engagées dans la finance verte. On parle à présent des opportunités de financement innovant pour l'entrepreneuriat féminin, une thématique qui intéresse le Women Investment Fund, un club d'investissement. On retrouve Ricardo Loïc Pékou. Elle ne manque pas d'idées ni de potentiel. Dans le monde de l'entrepreneuriat, la proportion des femmes ne cesse d'augmenter, mais les femmes entrepreneurs restent minoritaires. Pour renverser la tendance, WeFound Bénin se met en action. Aujourd'hui est maintenant. Demain est le présent à venir. Nous ne devons pas perdre de vue que l'intérêt de la femme est intimement lié à l'intérêt de la famille et par conséquent à celui de la nation entière. Au minimum, il faut donc assurer des financements innovants et surtout adaptés à l'entrepreneuriat féminin. Club d'investissement constitué rien que de femmes, Women Investment Fund Bénin opte pour des financements innovants pour l'entrepreneuriat des femmes. L'initiative est fortement appréciée et soutenue. Une organisation comme la vôtre ne peut rendre service à ses membres qu'au travers de la tenue des événements du genre qui participent au renforcement des connaissances en matière de maîtrise et d'appropriation des dispositifs d'accompagnement. C'est pourquoi dans le programme d'action 2021-2026, il est prévu plusieurs réformes, dont la mise en place d'un mécanisme d'investissement en capital et en capital risque, ainsi que la création d'un guichet unique de promotion suivi d'un mécanisme public de garantie destiné aux petites et moyennes entreprises. Ces femmes, chefs d'entreprise et opératrices économiques, veulent faire du WeFound Bénin à l'horizon 2030 le plus grand club d'investissement de femmes au Bénin, doté d'un grand fonds d'investissement autonome pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. On reste dans le domaine des affaires, astuces et guides pratiques de conquête d'opportunités d'affaires à l'international. C'est l'offre d'un programme destiné aux très petites et moyennes entreprises. Patrick Dossou et Daniel Ada nous en disent plus. Enfin, nous y sommes. Ouf de soulagement pour le lancement du projet Bridge to Mass Challenge, l'un des premiers pas au Bénin.
du protocole d'accord signé entre, d'une part, le groupe Zeles, basé à Boston aux États-Unis d'Amérique, et d'autre part, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que la pièce, Agence de promotion des investissements et des exportations. De cette signature apposée le mardi 14 décembre 2021 à cette opération-ci de formation posée ce mardi 5 juillet 2022, Noël Sadler, telle une mère Noël, se réjouit face au fruit final. Enfin, nous y sommes parce que par le passé, Bridge to Mass Challenge a permis à des startups de bénéficier de financements allant jusqu'à 8,6 milliards de dollars. Et en lançant un tel programme à Cotonou, nous espérons apporter un financement substantiel aux startups de notre pays. Au premier trimestre de cette année, les startups nigérians ont attiré 5,5 milliards de dollars dans leur compte. L'année dernière, le Nigeria a attiré près de 4 milliards de dollars dans le compte des startups. Nous voulons faire mieux que les Nigérians. But visé, mieux que le Nigeria, s'inscrire dans le cœur américain. Je voudrais présenter à des échanges profonds et transparents avec ses partenaires, dont la seule ambition est d'apporter une plus-value significative à ce qui se fait déjà au Bénin en matière d'accélération de start-up. Objectif final, faire du Bénin, en termes de captation de capitaux internationaux pour les start-up, un hub en Afrique. Faisons maintenant une visite guidée à l'aéroport international de Kadiaou, un aéroport en pleine rénovation qui force l'admiration. Illustration dans ce reportage de Jérôme Hongo. Les travaux du programme de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Cotonou sont engagés. Le résultat obtenu est sans embâche impressionnant. Le hall départ totalement achevé. On a vu le hall de départ s'achever. Les parkings aujourd'hui sont quasiment achevés avec la dépose minute qui est là. Et tout ça, ça n'a qu'un objectif, c'est réellement augmenter l'image de l'aéroport de Cotonou, mais par définition l'image du Bénin. Notre aéroport aujourd'hui est de catégorie 4E, qui puisse permettre d'accueillir une gamme, une certaine variété d'aéronefs, notamment les 777, les A340 du côté de Boeing, de Airbus et aussi les Dreamliner que certaines compagnies que je ne vais pas citer ici amènent à Cotonou. Donc c'est pour vous dire que ce renforcement de la piste nous permet d'avoir une large gamme d'avions qui rentrent dans la catégorie d'aéroport qui est déclarée au niveau international. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a été reçu sur l'émission Le gouvernement en action. Il a aussi fait le bilan d'une année de coordination des actions du gouvernement. Voici la synthèse que propose Bruno Soali. Pour l'an 1 du second mandat du président Patrice Talon, c'est un coordinateur de l'action gouvernementale détendu qui est apparu au moment de la reddition des comptes. D'entrée, Abdoulaye Biotchane a remis la lumière sur le hautement social annoncé par le président de la République lors de son discours d'investiture. C'est quoi le hautement social? C'est consacrer l'essentiel des ressources au capital humain, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la santé. La revalorisation du pouvoir d'achat. D'abord avec des mesures concrètes concernant les salariés, concernant l'ensemble de la fonction publique, mais aussi des mesures qui vont au-delà de ça. Les mesures conjoncturelles qui ont été prises récemment dans le cadre de la vie chère sont des éléments qui concernent l'ensemble de la population. La récente tournée gouvernementale explicative sur la cherté de la vie était au cœur des débats. Les mesures concernant la vie chère, sur les prix des produits consommés par nos compatriotes. Ces mesures ont été saluées, mais elles ont été surtout saluées dans les agglomérations urbaines. Les populations ont été sensibles dans les agglomérations à ces mesures-là et ont souhaité que le gouvernement fasse tout pour que ces mesures soient appliquées effectivement
par les opérateurs économiques. Malgré la crise de la Covid-19 qui a secoué le monde et la guerre russo-ukrainienne qui fait rage, le Bénin continue sa marche inexorable vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous avons continué de travailler sur les ODD. Nous sommes l'un des pays qui a travaillé le plus en Afrique sur ce sujet-là. Nous avons fait aux Nations Unies 3 présentations que moi-même j'ai présidées. Parmi les pays qui ont aujourd'hui fait, c'est un exercice qu'on appelle le costing, qui est de savoir combien peut nous coûter la mise en œuvre des ODD. Le Bénin est l'un des 5 pays en voie de développement à l'avoir fait. L'accès à l'eau potable reste une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. C'est clair, nous n'aurons peut-être pas les moyens d'atteindre tous les ODD, mais nous allons travailler prioritairement sur un certain nombre d'entre eux. Par exemple, sur l'accès à l'eau potable. Nous avons quasiment le financement bouclé pour réaliser cet objectif. Nous y travaillons. En fait, en 2024, nous pensons que toutes nos agglomérations, tous nos villages, nos compatriotes auront accès à l'eau potable. Le bras exécutif du président Patrice Talon a passé au peigne fin plusieurs autres sujets liés à la coordination de l'action d'un gouvernement qui travaille au quotidien à améliorer la vie de ses populations. Dans le reste de l'actualité, quels sont les prix pratiqués sur le ciment depuis que le gouvernement les a fixés par commune? Dans le littoral, difficile de voir la tonne vendue à 75 000 francs CFA comme fixé par l'exécutif. Les commerçants font la sourde oreille. C'est le constat de nos reporters sur les traces des services de contrôle. Marcela Rossi, Moïse Lassaroïmo. Mauvaise foi, défi ou profit de l'ignorance des citoyens, le comportement des commerçants reste difficile à comprendre pour ces agents du ministère de l'Industrie et du Commerce. Les populations, malgré les mesures du gouvernement, continuent de faire face à la surenchère. On fait le constat, mais que certains de nos concitoyens, malheureusement, continuent de braver ces mesures que le gouvernement a prises pour soulager nos populations, pour permettre à nos populations d'adresser avec moins de peine les difficultés internationales aujourd'hui. Nos équipes sont sur le terrain, vous l'aurez constaté avec nous, que là ils sont en train de fermer un dépôt qui justement ne respecte pas les prix appliqués, malheureusement. Et même quand le prix fixé est clairement mentionné, derrière, il existe une manière d'aller bien au-delà. Est-ce que tu sais que tu ne dois pas vendre le ciment à 3 900? Madame, je sais que le ciment, je ne dois pas vendre à 3 900. Le ciment est à 75 000 francs. Maintenant, la chargement et puis le manutention, ça fait 2 000. Ça fait 77 000. Comment? Oui, ceux qui ont chargé. Pour sortir, ça fait 1000 francs. Ceux qui ont déchargé, ils ont encore pris 1000 francs. Et on se rend compte aisément que c'est une façon déguisée de continuer la surenchère. Et donc, de façon globale, il y a encore des commerçants indélicats, véreux, j'ai envie de dire même voyous, qui continuent de faire de la surenchère, qui continuent justement de faire souffrir nos populations et pour lesquelles nos équipes sont sur le terrain et les mesures, les sanctions seront sans appel. Globalement, sur la centaine de boutiques parcourues ces dernières semaines, une bonne vingtaine va rester fermée en attendant de répondre aux convocations. Et sur le même sujet, les contrôleurs découvrent parfois lors de ces contrôles que des citoyens sont complices, ce qui n'est pas de nature à encourager l'État dans la lutte engagée contre la cherté de la vie. Il faut plutôt coopérer. C'est le cri de cœur du directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est au micro de Marcela Rossi. Il faut avouer que très malheureusement, il y a la complicité de nos concitoyens parce qu'il y a certains dépôts dans lesquels nos éléments ont surpris justement ces commerçants en train de vendre le ciment au-delà de 75 000. On a surpris, mais le client qui était là n'a pas voulu confirmer qu'il achetait le ciment au-delà de 75 000. Nous avons bien vu que c'était fait à 79 000, le chargement avait commencé, mais il n'a pas voulu avouer. Donc il y a cette complicité, j'ai envie de dire, malheureuse de nos concitoyens qui ne nous rendent pas la tâche facile. Je voulais donc profiter de votre micro pour inviter nos concitoyens. Les prix sont plafonnés. Le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures ont été prises, l'approche a été participative avec l'ensemble des acteurs du secteur. Pour donc dire que ces prix qui sont plafonnés permettent à tous les acteurs de rentrer dans leur marge. Et donc il n'est pas question qu'ils aillent au-delà du prix plafonné, c'est simplement de la surenchère, c'est de la spéculation et ce n'est pas normal. Et donc quand ils arrivent dans des boutiques et que les prix sont effectivement affichés, les prix plafonnés sont affichés, notamment 75 000 pour le littoral,
et que ces commerçants veulent leur vendre ça au-delà de 75 000, ils appellent simplement le 113 et nos équipes viendront sur le terrain pour faire une vente assistée. En notre présence, ils sont contraints de vendre non seulement à ces 75 000, mais on va leur appliquer donc les sanctions inhérentes justement au non-respect de la mesure. Et un peu comme les contrôleurs du ministère du Commerce, les hommes des médias sont aussi sur le terrain pour réussir leur mission. Ils ont parfois besoin de la carte de presse qui reste un instrument précieux. Pour expliquer son importance, un atelier sera organisé à partir de jeudi dans certaines villes du Bénin. Le coordonnateur du comité de facilitation de la carte de presse nous en dit plus au micro de Igor Ayosso et de Gilles Dansou. Il s'agira de disséminer les dispositions du chapitre consacré à la carte de presse dans la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication. Il s'agit aussi des dispositions relatives à la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Il s'agit du décret 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Il s'agit aussi de la décision de la HAC portant organisation, attribution et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie. Il s'agira enfin de la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse au Bénin. Et ce sera en même temps l'occasion pour eux d'apporter d'éventuelles observations pour que, en temps opportun, s'il faille faire des propositions au gouvernement, des propositions à la HAC dans le cadre de l'amélioration de cette disposition en notre faveur, qu'il y ait déjà un dispositif en place, des documents sous la main que nous puissions soumettre aux autorités compétentes. Actualité politique, le mouvement des jeunes pour le patriotisme, le progrès et le partage rejoint le bloc républicain. Ce ralliement est intervenu suite à une session extraordinaire. Jennifer Sativi, Jules Akweikou. Moment solennel et mémorable pour le parti bloc républicain et le mouvement des jeunes pour le patriotisme, le progrès et le partage. À la demande de la majorité de ses membres, le MJ3P rejoint le parti du cheval gagnant. Nous proclamons l'adhésion totale du mouvement des jeunes pour le patriotisme, le progrès et le partage MJ3P au bloc républicain. Cette adhésion conforte les acteurs politiques du bloc républicain dans leur engagement à maintenir le parti politique sur l'ensemble du territoire national. La porte est grandement ouverte pour tous ceux qui veulent adhérer au bloc républicain, depuis la base jusqu'au plus haut, de plus haut jusqu'à la base. Vous avez opéré le meilleur choix. Notre parti, le bloc républicain, promeut en effet les jeunes et les femmes. Soyez encore une fois les bienvenus, Monsieur le Président. Je vous exhorte au travail assidu, à l'esprit de cohésion, de discipline et de paix. Désormais membres à part entière du parti bloc républicain, les nouveaux adhérents prônent leur engagement à œuvrer, à travers leurs compétences diverses, au rayonnement du parti. C'est l'une des décisions majeures issues du 61e sommet de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de la levée partielle des sanctions contre le Mali. Il s'agit des sanctions économiques et financières prises pour contraindre la junte au pouvoir à abréger la durée de la transition. Qu'est-ce qui a pu motiver cette décision et quelle sera désormais la nature des relations entre le Mali et la CEDEAO? Élément de réponse avec Morgana Sogba Metonji, analyste géopolitique au micro de Lénaï Kagwazaou et de Igor Ayosso. Il s'agit là d'un accord dans le sens où on permet quand même au Mali de prendre ses initiatives lui-même, d'amorcer son processus de réinstallation du climat politique nécessaire pour favoriser le développement.
On permet en quelque sorte au Mali de prendre sa destinée en main et on décide de l'accompagner dans ce processus. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que la CEDEAO tient quand même à maintenir les sanctions sur les leaders du Mali, ce qui signifie simplement qu'ils insistent sur leur principe qui est qu'il ne faut pas encourager les coups de force dans un contexte démocratique qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui permet au peuple de participer au processus de désignation de leurs leaders. De façon générale, toutes ces sanctions qui ont trait à l'aspect économique et financier des États ou des populations sont levées, mais ce qui est maintenu, c'est tout ce qui a trait aux individus, c'est-à-dire ceux qui semblent avoir du moins brisé le principe de respect ou de transition par le processus démocratique. Ce n'est pas une victoire de la Russie, mais ce n'est pas une défaite, c'est juste un message de partenariat ou de nécessité de coopération, même dans les cas les plus critiques, qui a été passé par la Russie et qui semble avoir été entendu par la communauté internationale et donc la sous-région. La Guinée et le Burkina Faso, il faut dire, ont déjà pris leur décision il y a très bien longtemps, bien avant le Mali, pour ce qui est de la durée de leur transition. Et il faut rappeler que le bras de fer entre le Mali et la CEDEAO était surtout sur cet aspect de la durée. Et donc pour ce qui va suivre, c'est qu'on va avoir l'application de cette mesure de souplesse d'accompagnement qui semble être aujourd'hui prônée par la CEDEAO, qui va s'étendre au cas du Burkina Faso et au cas de la Guinée. Sachez, mesdames et messieurs, que le ministre des Sports, Osvaldo Meki, a rencontré les arbitres officiants dans les différents championnats nationaux de football. Les nouvelles réformes de l'État dans le secteur leur ont été présentées. Voici un extrait des réformes engagées que présente le ministre. Nous avons décidé de consacrer effectivement la professionnalisation de la fonction d'arbitre dans notre pays. Cette professionnalisation veut dire que désormais, quand on est arbitre professionnel et on est payé comme tel. Évidemment, on a le droit d'avoir un métier à côté, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays, mais on peut également ne pas avoir un autre métier et vivre exclusivement de ce qu'on gagne en étant un arbitre. Le gouvernement va mettre en place des ressources au profit de la fédération. La fédération va, à la suite des différentes formations habituelles, sortir la liste des arbitres retenus pour arbitrer les différentes ligues professionnelles. Cette liste va être transmise au service financier et un montant qui vous sera communiqué plus tard sera payé mensuellement à tous ceux qui seront sur cette liste comme un salaire. Maintenant, ce salaire, c'est une sorte de salaire de base du fait de la fonction d'arbitre. Les primes vont continuer d'être payées sur la même base, c'est-à-dire que vous avez votre salaire de base, il est mensuel, il est viré sur votre compte. Quand vous êtes désigné pour aller faire un match, la Fédé vous payera la prime qu'il faut selon les montants qu'ils auront retenus. Le transport, désormais. Si vous avez votre propre voiture, on définira, comme c'est déjà un peu le cas, le montant à vous donner, mais les montants seront revus pour être réalistes et tenir compte des distances que chacun parcourt. Si vous empruntez un transport public, vous allez vous servir de coupons que la fédération vous donnera pour valider vos tickets de transport. L'hébergement est assuré en amont. Et vous suivrez juste après le journal l'intégralité de cette rencontre du ministre des Sports avec les arbitres officiants dans les différents championnats nationaux de football. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.